bonsoir. Alors, nous sommes toujours au festival de Montsartou, le festival du livre, le festival qui dit crânement même pas peur. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir à mes côtés Hélène Assot, qui représente les éditions Agone. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié des auteurs qui ont un engagement politique marqué à gauche. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire deux mots? Oui, alors les éditions Agone, effectivement, sont des éditions qui défendent une certaine pensée plutôt libertaire, qui ont un engagement politique fort à gauche et qui, surtout, en fait, souhaitent promulguer des idées qui sont en dehors de la pensée unique, qui amènent d'autres façons de penser le monde, de penser l'histoire, de penser la sociologie. Et c'est pour ça que je tiens le stand des éditions Agone bénévolement depuis quelques années. J'ai avec moi aussi monsieur Jean-Pierre Barou. Alors, vous êtes fondateur de la maison d'édition Indigène. Alors, je rappelle que vous avez publié, entre autres, le manifeste Indignez-vous du regretté Stéphane Hessel, qui a été publié à 2 millions d'exemplaires, 2,5 millions d'exemplaires pour être plus précise, et traduit en 200 langues. 40 langues. Oui, 200, c'est un peu... D'accord, ok. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots là-dessus? Oui, on pourrait dire, à propos du mot « indignez-vous », qui est quand même parfois le sujet d'un malentendu. Moi, j'aime bien rappeler, vous savez, il y a un philosophe grec, Aristote, qui dit qu'il faut savoir distinguer la colère de l'indignation. La colère, c'est une affaire privée. Je suis en colère. Et on ne l'a pas assez dit, l'indignation, dit Aristote, c'est une réaction qui est au profit de tous. Et ça, je tiens à le souligner, parce qu'on croit que l'indignation, c'est un sentiment facile, je m'indigne, je n'ai donc pas j'ai pas beaucoup de pensées, je me contente de crier. Non, l'indignation, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche, et pour moi, ça se rapproche un peu de la compassion. On reviendra sur l'indignation après, si vous le voulez. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est de la peur, l'émotion forte, l'émotion brute. Et ma première question, c'est est-ce que vous avez eu peur aujourd'hui? Moi, personnellement, pas. Non, j'ai pas eu peur. Moi non plus. Pas de peur, Non. Pas de peur de ne pas avoir une réponse. Non. Aucune peur. Sincèrement, non, j'ai pas eu peur. Magnifique. Ici, même dans ce salon, ici, non. Dans mon travail ici, non. J'ai pas eu le sentiment de peur. Non, du tout, du tout. Alors, à mon sens, les peurs prennent racine dans l'enfance. Sans doute, oui. Alors, est-ce qu'on est tous restés des enfants? Alors, effectivement, je pense que les peurs prennent racine dans l'enfance et que la peur, dans l'enfance, a une fonction qui est très importante. Elle participe de la construction de l'enfant, de reconnaître ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme et ce qui est de l'ordre de la réalité. Et c'est très important. D'ailleurs, sur le festival, il y a beaucoup de personnes qui proposent des contes et des livres pour enfants. Et dans ces livres, il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a des angoisses. Mais je crois qu'en disant « même pas peur », comme titre, en proposant ce titre pour le festival, il s'agit peut-être d'autre chose. Il s'agit peut-être de cette peur que les médias et la société de consommation en général nous proposent comme verrouillage de nos envies, de nos désirs. C'est ça, c'est parce que les peurs, on en a besoin. C'est aussi un warning, attention, il y a danger, ça peut être quelque chose de positif d'avoir peur. Mais à quel moment est-ce qu'on bascule dans l'empêchement, dans l'isolement, dans l'immobilisme même? Oui, je voudrais quand même revenir sur cette affaire. Mon enfance, c'est la peur. Je l'ai connue, mais je l'ai connue à travers mes parents. D'accord. Mes parents étaient des gens très modestes sur le plan économique, financier, et je trouve que leur peur m'a marqué.
Hein. Oui, C'est les pas peurs la se trompent. peur au sens l'analyse de soi. C'est aussi une peur que je reçois de ma famille. Hein. Et cette peur, elle m'a, je veux dire, elle m'a encouragé à vivre. Vous voyez, c'est au lieu d'habitude une peur, c'est quelque chose qui vous accable. Mais recevoir en héritage une peur familiale, ça vous conduit à vous dire, mais il faut absolument que je résolve cette question pour eux et pour moi. Vous voyez, Et que je m'en détache. Et que je pose. que je la peut-être résolve. Que je la comprenne peut-être. De quoi avaient-ils peur? Et est-ce que moi je suis capable, si j'identifie leur peur, qui est aussi la mienne d'une certaine façon, est-ce que je vais être capable de la résoudre? Hein? Donc c'est presque déjà un problème un peu politique quand même. Vous voyez ce que je suis en train de dire? En parlant de politique, j'ai la sensation que c'est une puissance qui est souvent mal utilisée. La peur? Les politiques. J'essaie de rebondir quand vous dites la politique. Donc je dis les politiques. Et elles jouent souvent sur nos peurs. Les politiques? Les politiques. Oui, je suis. Enfin, pardon. Elles jouent avec nos émotions. Et Oui, c'est une arme non, mais aussi, quelque part. Je trouve que les. Par exemple, là, dans le numéro du Monde d'aujourd'hui, il y avait un éditorial qui je crois que s'appelait le comble du cynisme. C'était à propos des interventions de Copé sur la réforme de l'éducation nationale. Je crois que là, il joue avec les peurs des gens, mais d'une manière cynique. Et donc là, c'est une affaire désastreuse. Je pense que la politique n'a pas à réveiller les peurs parce que ça peut réveiller beaucoup d'autres choses. Et donc, je trouve que la politique, elle ne s'est pas assez penchée sur cette question. Alors, par contre, si la ministre, comment elle s'appelle, la dame que vous allez recevoir, Taubira, je trouve qu'elle a un courage politique de faire face à la peur, mais non pas pour nous faire peur, mais pour nous dire on peut si on veut surmonter cette peur, il le faut, sinon la société ne trouvera pas son homogénéité, quoi. Oui, je peux compléter un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire je crois qu'il y a des courants de pensée, notamment les courants libertaires et anarchistes, qui se basent énormément sur l'idée de développer la raison. C'est-à-dire la peur, c'est une émotion, effectivement, et elle peut être utile à certains moments, bien sûr, mais on a besoin du raisonnement, de prendre de la distance par rapport à nos émotions et notamment par rapport à la peur. Et actuellement, les pouvoirs, donc les politiques au sens de ceux qui possèdent le pouvoir, ont tendance à aller plutôt à l'inverse, c'est-à-dire à créer et à attiser de plus en plus de peur, d'angoisse, d'incertitude, de difficultés qui rendent difficile la distance, la prise de distance, et justement pour la réflexion et pour comment je dépasse ma peur, comment je gère cette peur. Si je peux donner un petit exemple que tout le monde a vécu lors de l'affaire Mera, par exemple, je trouve que c'est indécent de quelle façon les médias nous proposent de nous sentir concernés. Bien sûr, on est concernés. Bien sûr, c'est un drame pour les familles des personnes qui ont été tuées à cette occasion. Bien sûr, c'est tout à fait odieux ce qu'il se passe. Mais au lieu de nous aider à prendre de la distance, à essayer de ne pas justement attiser la haine de l'autre, de ne pas attiser la peur de la différence, tout est fait pour que nous soyons au contraire pris par cette peur, enfermés par cette peur, plus ou moins consciemment surtout, et je crois que les pouvoirs, les politiques sont très habiles depuis longtemps à utiliser cette dimension de l'inconscient. Oui. Et une autre question, de quoi avons-nous peur aujourd'hui? Est-ce que nos peurs sont différentes de celles de nos parents ou de nos grands-parents? Bien sûr. Évidemment, on est maintenant... Et surtout de qui on a peur aujourd'hui? D'abord, c'est une peur qui s'est mise très loin en nous. Vous voyez, la structure familiale est menacée. Il y a la peur. Il y a une peur maintenant qui pénètre très loin aujourd'hui. Et la perte de nos repères, l'émotion qui est un peu partout,
Je trouve aussi que c'est une époque où l'esprit est avili. Il y a un avilissement de l'esprit. Il y a un avilissement de la conscience. Il y a, justement, comme vous disiez à propos de l'émotion, et vous citiez la raison, m'est revenu à l'esprit cette phrase de Gandhi. Gandhi disait que l'autre nom de la non-violence, c'est la raison. Voyez, donc il faut toujours se méfier de l'émotion. Hein. Et donc, je crois que les peurs, oui, les peurs sont d'un autre ordre aujourd'hui, il me semble. D'abord, il y a une telle incertitude aujourd'hui. Vous voyez, les gens vivent sur un volcan. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que la banque va s'effondrer? Est-ce que mes économies vont disparaître? Est-ce que mes crédits, je ne vais plus pouvoir les assumer? Le sida, vous vous rendez compte? Imaginez un jeune homme, une jeune femme de 20 ans aujourd'hui, ils sont confrontés à la peur dans la sexualité, à la peur dans l'économie. D'ailleurs, on voit très bien que mes enfants, ils hésitent à quitter le cocon familial. Non, je pense que les peurs, elles ont grandi et elles ont pénétré dans l'intime. Avant, ce n'était pas tout aussi vrai. J'aurais une dernière question. Moi, je me demande justement l'émotion, la raison, une façon de prendre la distance. On est au festival du livre. Est-ce que l'écriture ou la création ou un art est une façon justement de prendre du recul face aux choses, face à ses peurs? Oui, bien évidemment. Je pense que déjà, le travail de l'écriture en lui-même, c'est sortir quelque chose de soi. Pour l'auteur, peut-être vous en parleriez mieux, puisque vous êtes auteur également. Mais je crois que donc c'est déjà une distance en soi, le fait d'écrire. Et puis à la lecture, pour le lecteur, la lectrice que je suis, évidemment que lorsqu'on se plonge, alors soit dans un univers, par exemple si c'est un roman, soit dans une pensée si c'est un essai, je pense qu'on est toujours en lien avec aussi soi-même. Et on est toujours en lien avec sa propre expérience de vie. Et donc, ça nous aide à repérer dans cette expérience de vie ce qu'on a pu penser, croire, le modifier, le transformer, le réajuster au fur et à mesure de nos rencontres livresques, en quelque sorte. Oui, moi je crois que lire, c'est créer. Vous voyez, quand vous avez entre les mains un vrai livre, un livre qui est susceptible de vous enrichir. Je pense que lire, c'est créer. Hein? Lire, c'est créer parce que c'est entrer dans un univers, c'est faire que cet univers vous pénètre, vous agite, vous fasse réfléchir. Donc dans la lecture, les vraies lectures, pour moi, présupposent une créativité de la part du lecteur. Hein? Et je crois beaucoup, oui, à la notion de, vous savez, cette phrase qui a l'air simple comme tout, résister, c'est créer, créer, c'est résister. Vous voyez, quelques semaines avant sa mort, j'en ai parlé avec Stéphane Hessel de ça. Créer, c'est résister, résister, c'est créer. Il a dit cette chose très importante. Il a dit, vous savez, tu sais, pour créer, il faut du courage. Oui. Si créer, c'est résister, résister, il faut du courage. C'est pas simple de résister. Donc, créer, c'est résister, résister, c'est créer. Donc, créer, ça implique... Est-ce que quelqu'un qui crée sans courage, est-ce qu'il crée encore? C'est une question, ça, fondamentale à mes yeux. Et c'est ça la vraie création. C'est celle qui implique de la part du créateur, qui engage du courage. Si on est seulement dans une sorte de passivité, je ne suis pas sûr qu'on crée. Pour moi, Flaubert, c'est un créateur, il a du courage, il se bat sur la forme. Vous voyez, il ne faut pas entendre ça dans un sens trop étroit. Hein? Mais je pense que créer, c'est résister. Si c'est résister, il faut du courage. Alors, il faut du courage pour créer. Et si je ne crée sans courage, alors je me permets de douter du fait que je crée. Vous me suivez? Oui, mais complètement. Vous voulez dire un Oui, dernier mot? je veux bien. On présentera un petit peu vos livres. D'accord, je veux bien un petit peu prolonger puisque il se trouve que lors du dernier Café Repère de là-bas si j'y suis du Var, on a abordé la question de la création et on est parti justement de la phrase de Stéphane Hessel, résister c'est créer, et on a beaucoup échangé en fait sur
cette forme de création qui est présente au quotidien, parce qu'on a une vision souvent de la création qui est un petit peu comme quelque chose d'à part, d'exceptionnel, qui est réservé peut-être à une élite, à des personnes qui sont dans des sphères qui ne sont pas les nôtres au quotidien, mais en fait, on se rend compte dès qu'on échange avec tout un chacun que oui, la création, elle est possible dans la vie quotidienne, et c'est cette inventivité, je pense, que le Festival du Livre et d'autres manifestations comme celle-là suggèrent, sollicitent une inventivité, une créativité de tous les instants, on pourrait dire. On est tous profondément créateurs, j'en suis sûre et certain. On va parler création et je vais prendre un de vos livres. Vous allez m'en dire quelques mots, Jean-Pierre Barou. Ça, c'est un livre qu'on vient de publier aux éditions indigènes et dont nous sommes très fiers parce que c'est l'anthologie de tous les textes qu'Albert Camus avait donnés de son vivant à des revues libertaires. Alors, il faut savoir que la plupart de ces textes avaient été perdus de vue. La première édition de la Pléiade, après la mort de Camus, ne les intègre pas. Et le chercheur, c'est un pseudo loup-marin, a passé des années et des années dans les bibliothèques libertaires européennes à retrouver les textes que Camus donne. Et c'est des textes profondément libertaires. Bakounine est vivant en moi. L'époque dans laquelle je vis me répugne. Les gouvernements, par définition, n'ont pas de conscience. Vous voyez, on est dans une pensée libertaire. Et là, pour moi, le mot libertaire, je crois qu'on est d'accord tous les deux, c'est la gouvernance de soi. C'est la gouvernance. C'est pas foutre le bordel. Tout au contraire, c'est se gouverner et avec l'espoir de respecter l'autre aussi, à travers cette gouvernance. Ça, c'est le chef-d'œuvre. On passe au best-seller. 2,5 millions. Est-ce qu'on le présente? Ben oui, on peut rappeler, qu'on l'a dit tout de suite, voilà, ce que vous venez de dire aussi, que la création, c'est du quotidien. C'est une vigilance et que oui, c'est un livre extraordinaire qui a été mieux reçu. Vous savez que pour moi, le pays qui a le mieux reçu Indignez-vous, c'est l'Espagne. Oui. C'est là où il a le plus provoqué de réflexion. En France, on a pris ça un peu trop facilement, quoi. Présentez-nous un de vos livres. Alors, peut-être celui-ci, donc des éditions Agone. La banlieue du 20h, donc le titre donne bien l'idée de... C'est sous forme d'enquête auprès des journalistes de France 2. Et c'est évidemment une analyse très concrète de la manipulation des médias, de l'impossibilité pour les journalistes qui sont dans cet univers-là du journalisme. Dieu merci, il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas complètement sous la coupe des différents pouvoirs, mais bon, les principaux le sont. Et donc l'impossibilité pour les journalistes de vraiment de créer du coup et de pouvoir faire passer à la fois des idées différentes, des façons de percevoir le monde ou les événements de manière différente. Donc ça c'est vraiment une analyse sociologique du journalisme aujourd'hui. D'accord. Alors là, on a d'autres livres et j'invite les personnes qui nous regardent à venir au Festival de Montsartou pour pouvoir les acheter. Alors, je vous remercie. Vraiment, j'ai passé un bon moment avec vous. J'ai empiété, je crois, sur le plateau d'après. Donc, en fait, on est très en retard. Et je vous remercie. Nous aussi. Merci beaucoup. Nous aussi. Merci.